peignait une toile, il essuyait son pinceau sur celle-ci. Ce qui fait que, une fois qu'il a terminé sa première toile, voyant les traces qu'il avait fait avec son pinceau, il a décidé de faire une seconde œuvre. Donc c'est ce qu'on appelle une étude. Et on peut voir tout le talent de l'artiste ici s'exprimer. Alors ensuite, on a d'autres œuvres de lui, comme ce visage abstrait, mais aussi des œuvres plus concrètes, comme ce tableau, qui ressemble plus à un conte pour enfants, avec un arbre au milieu qui prend racine, avec une technique un peu différente. Là, il a utilisé le collage, ce qu'il n'avait pas fait pour d'autres toiles comme celle qu'on a vue avant. Là, il a utilisé le collage, et donc on a les animaux et les personnages qui sont autour de l'arbre, avec toujours une ouverture pour laisser une continuité, une suite. Ensuite, on a un artiste qui nous tient vraiment à cœur, c'est Monsieur Elijah Mboup, qui a été pour moi une rencontre vraiment exceptionnelle, puisqu'il est venu ici nous parler de ses œuvres, de son parcours en tant qu'artiste, de ses rencontres aussi avec ces autres artistes qui font le bonheur de cette exposition. Et on peut voir ici tout son talent s'exprimer. Elijah Mboup, qui est né en 1950 et qui, en plus d'avoir fait l'école des arts de Dakar, a étudié 7 ans en ex-URSS à l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Il est sculpteur de formation ainsi que peintre. Mais donc, du coup, on peut voir vraiment une recherche plastique du mouvement qui a trait vraiment à son autre vocation, qui est la sculpture. Donc là, on a des toiles comme le polygame, avec ce petit jeu intéressant, socialement parlant, où on a le mari avec ses 2 femmes, la favorite devant, dans les yeux de laquelle il est complètement plongé, et qui ne remarque même pas que celle-ci essaie d'évincer la seconde, qui, elle, se retrouve un peu exclue de cette ronde à 3. On a aussi d'autres œuvres où la technique est complètement différente. Celle-ci est assez rare. Il nous a expliqué qu'il avait utilisé une roulette pour peindre ce tableau, et on peut voir que les tons, les couleurs et les dégradés sont complètement différents de ce qu'il peut faire habituellement. Ça, c'est une toile très rare. Il a utilisé cette technique-là que 2 fois. Et on a une de ces œuvres-là, donc on est très fiers d'avoir ce tableau avec nous. Sur les autres œuvres, on peut voir aussi qu'il a utilisé un vernis spécial afin de donner une meilleure longévité à la peinture. Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique sur bon nombre de ses œuvres. On peut voir la différence entre un courant artistique de 97 et un courant artistique de 2007, pour cet artiste qui était donc dans des inspirations assez différentes. Voilà. Ensuite, on continue la visite avec des œuvres de notre collection privée. On a ici Feu Karandiaï, dit le Kara, qui lui mélangeait la gouache avec l'encre de Chine et l'acrylique sur des papiers froissés. Et un attrait caractéristique. Ces personnages très longilignes, sur des tons un peu grisâtres, des dégradés avec du bleu aussi, et ses yeux toujours mi-clos. Karandiaï, le Kara, est vraiment un des grands de l'école de Dakar. Il a été professeur aussi au CME Blaise Diagne, et il a vraiment enrichi le patrimoine culturel et le patrimoine artistique sénégalais. On a également Chérif Thiam à ses côtés. Pardon. Donc Chérif Thiam qui tire son inspiration de l'orfèvrerie Mort. On peut voir tous ces petits détails faits également à l'encre de Chine. Là, on a une technique vraiment très intéressante aussi. On peut voir toute la richesse, toutes les divergences qu'on a entre
dès qu'on passe d'un artiste à l'autre, et ça c'est vraiment très intéressant. Je laisse continuer dans ce sens. Alors là on va avoir un artiste qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un autodidacte qui a été l'élève notamment de Djibaten Sambou, qui est un autre artiste peintre autodidacte très reconnu au Sénégal. Lui est moins connu, mais son travail gagne vraiment à l'être. Il s'agit de Iridi. C'est un artiste ivoirien qui a vécu au Sénégal pendant les années 90 et qui peignait avec ses doigts. Il a appris le couteau avec Biram Seck, autre peintre renommé, et également le pinceau avec Djibaten Sambou, dont il s'est inspiré notamment pour les yeux, ces yeux mi-clos qui sont spécifiques aux peintures de Djibaten à la base. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et donc du coup, on peut voir que Iridi, lui, est dans un style, une technique mixte, où il mélange vraiment le doigt, le couteau et l'acrylique au pinceau, mais aussi dans un style très cubique, ce qui boucle un peu la boucle avec Picasso, qui dans le cubisme s'était inspiré notamment de masques d'Afrique de l'Ouest pour ses œuvres. Donc du coup, ça boucle un peu la boucle avec Iridi. On a vraiment un artiste qui a un talent et une patte très intéressante. Et donc du coup là on arrive à son maître, son professeur Djibaten Sambou, qui est lui un descendant direct de la famille royale de Canute dans la basse Casamance. Djibaten Sambou est un autodidacte lui aussi. On peut voir sur cette peinture qu'il a peint la famille royale avec ses yeux mi-clos. Alors ses yeux mi-clos, c'est une histoire très marquante dans la vie de l'artiste, puisque sa maman était devenue aveugle et, avant de s'éteindre. Et du coup, il avait décidé, puisqu'elle ne pouvait plus voir son travail, de lui ouvrir les yeux sur ses toiles. Et on a là le regard de sa maman auquel il a décidé de redonner vie à travers ses œuvres. Et donc ces yeux-là, Iridi s'en est inspiré directement dans son travail. Et donc on peut voir un petit peu l'influence artistique du maître et de l'élève. Djibaten Sambou ici a peint Néfertiti, princesse égyptienne qui était, puis reine égyptienne, femme d'Akhenaton, qui était réputée pour être la plus belle femme du monde. On connaît ces bustes de Néfertiti avec son chapeau assez enlevé. Et bien là on l'a sous une autre expression, celle de Djibaten Sambou, qui est une très belle vision de cette reine d'Égypte emblématique. Djibaten Sambou également sur des combats un peu plus terre à terre, plus proches de la vie réelle aujourd'hui. Les talibés qu'il peint dans certaines de ses œuvres, comme ici, ce fléau malheureusement pour la pauvreté des enfants qu'il a essayé de dénoncer, et ces enfants des rues donc qu'il soutient ardemment. On peut voir aussi des œuvres abstraites de Djibaten, comme celle-ci dont il est venu directement nous parler, celle-ci, qui représente une éclipse solaire. Alors je n'aurai pas les mots pour en parler comme il en a parlé. On peut voir son commentaire à propos de cette œuvre sur notre page Facebook Art à Dakar. Et c'est vraiment passionnant d'écouter l'artiste nous raconter son œuvre. Nous avons la chance aussi dans notre collection d'avoir des peintres comme Diatta Seck, qui est malheureusement décédé récemment, mais qui a lui également contribué à la richesse et au patrimoine artistique du Sénégal. Il fait partie également de la seconde génération de l'école de Dakar, comme Krembaï, El Hadj Mboup, comme Karandiaï aussi. Diatta Seck avec là un portrait de famille, ses enfants, ses portraits figuratifs, très longilignes, qui le caractérisent tant. Là, on a encore des œuvres de Djibaten, mélange de couteau à dents avec lequel il tire la peinture et d'empattement pour donner un relief et plus de vie à ces toiles qui sont déjà très vivantes, très chatoyantes. Les flammes de l'amour.
bonjour, je me présente. Je m'appelle Oriana Moussali. Je suis née au Sénégal. Mon père est syrien et ma mère est française. Donc dès que j'étais toute petite, j'ai été confrontée aux questions identitaires qui étaient souvent ramenées à, si je peux employer ce mot-là, entre guillemets, la race, l'identité, l'origine. Jamais exactement à ma place. Donc j'ai été sensiblement attirée par les mouvements de la négritude et ces questionnements identitaires auxquels je me suis identifiée étant née ici. Ensuite, je suis partie à l'international, au Canada et en France, où j'ai fait du théâtre, du chant et de la danse, et aussi des études d'histoire, entre autres. Et puis quand j'ai été mère, j'ai eu naturellement envie de revenir sur ma terre natale, ça me semblait une nécessité. Et certainement de votre père que vous tenez ce goût de l'art de mon père et de ma mère, parce que ma mère est artiste et elle a eu l'idée de créer le Café des Arts. Et avec le soutien de mon père, ils ont créé ensemble le Café des Arts qu'ils ont ensuite tenu ensemble. Elle est artiste peintre, poète et elle m'a initiée à la poésie. Et mes parents m'ont ensemble initiée au Café des Arts. Voilà. Et d'où vous est venue cette initiative de vous intégrer dans la Biennale pour faire cette exposition, un round-up à la limite de l'art africain? Merci pour vous. Et bien justement, quand je suis revenue à Dakar, c'est naturellement que j'ai repris en main leur collection parce que j'ai découvert toute cette collection qui était pas oubliée mais mise de côté. Ça m'a fait mal au cœur en tant qu'artiste, j'ai eu envie de leur donner vie à ces toiles et donc je me suis rendu compte qu'en tant que jeune qui débarque, on a peu accès à cette information. Pour des grands peintres comme Krembaï et Lajmboup, Diatta Seck, il n'y a presque aucune information en ligne. Ça m'a vraiment touchée et j'ai eu envie de garder une trace de leur histoire. Et justement, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir dans quoi. Je me suis jetée à l'eau avec l'envie de faire valoir le patrimoine culturel ouest-africain, de le recenser et de le transmettre. C'est de là que naît cette exposition. Et comment vous sont venues toutes ces œuvres d'art magnifiques? Mais comme je vous ai dit, mes parents étaient les propriétaires du Café des Arts, qui était un lieu de convergence des artistes et qui décloisonnait les milieux. Ça permettait aux artistes de se rencontrer entre eux et de rencontrer des acheteurs. Et donc tout ce monde-là refaisait le monde et ils ont acquis beaucoup d'œuvres. Le Café des Arts dans les années 90 voilà, exactement, voilà. Et vous avez vécu le Café des Arts avec J'ai vécu le Café des Arts et avec mes parents, on habitait là-bas. Et c'était en même temps une crêperie bretonne, une salle de restauration, un bar, un restaurant, voilà. Et aujourd'hui, quelles sont vos perspectives après cette exposition? Vous allez vous arrêter à la Biennale ou vous pensez? Je pense pas. Quand on se lance dans quelque chose, on le fait à fond. Si vous voulez, c'est un honneur pour nous de nous lancer pendant la Biennale et de faire cette exposition L'Appel de la Terre qui fait briller nos origines et qui justement rattache hier et aujourd'hui pour des perspectives pour demain. Et justement, ces perspectives-là seraient d'une part de transmettre le patrimoine culturel de manière numérique, de manière à ce que la jeunesse puisse avoir accès à tout le travail qu'ont fait ces créateurs et qui ne se perdent pas. Et d'une autre part, de créer une plateforme d'échange permettant aux artistes de créer, de se rencontrer, d'échanger et au public de les rencontrer, de rencontrer l'art. Et vous allez garder le même lieu ici? Tout ça, c'est en cours c'est en train d'être élaboré, donc le temps le dira. J'en dis pas plus pour le moment.